Je t'écoute. Eh bien, écoute, Baptiste, c'est bon, on est en live. Voilà, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté cette invitation sur la chaîne Challenge ta vie. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, voilà, tu es, Avec plaisir. un des coachs qui, pour moi, vraiment apporte le plus de valeur sur le marché. Donc, forcément, tu devais passer par cette case-là. Ça m'intéressait vraiment de rentrer vraiment dans le détail, aussi bien au niveau de ce que tu délivres et aussi en ce qui concerne ton parcours et puis ta vision plus générale. Donc, la première question, ce serait tout simplement, est-ce que tu peux te présenter à la communauté, nous dire ce que tu fais aujourd'hui au présent? Ouais, bien sûr. Alors, la présentation au niveau du petit parcours pour te situer un petit peu, si tu veux, moi j'ai grandi à Monaco, donc j'aurais pas le discours inspirant de tous ces coachs qui ont vécu une enfance de merde et tout ça. Moi, j'ai vécu une super enfance et je suis content. Donc voilà, on va changer un petit peu les codes. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Monaco, donc ouais, ça s'est bien passé. Après, j'étais un petit peu le jeune gars qui avait pas confiance en lui, que pour avoir une copine, c'était le combat d'un an, tu vois. À chaque fois, je galérais et tout, c'était compliqué. Ouais. Euh, j'étais le bon pote qui donne des bons conseils, tu vois, mais qui les applique pas lui-même. Donc, c'était un peu bordélique à ce niveau-là. Après, je suis parti du coup en France pour la fac, donc fac de psychologie. La première année s'est super bien passée. J'ai fini dans les premiers de ma promo, c'était cool et tout. J'étais trop content parce que je me dis, ouais, c'est génial. Vu que mon bac, je l'avais eu avec 10 de moyenne pile poil, je me suis dit, ouais, les études supérieures, ça va être un petit peu tendu. Donc j'étais un petit peu stressé de ma première année en fac. La première année s'est bien passée. Et la deuxième année, c'était une catastrophe. Je suis arrivé, j'ai eu 10,05 de moyenne et je me suis dit, OK, là, soit l'année prochaine, je passe, mais je m'arrache au travail, soit ça passe pas et puis c'est fini, quoi. Mhm. Et la troisième année est arrivé ce qui devait arriver. Je suis pas passé j'avais, je crois, 9,96 de moyenne. Et du Ah coup, je suis ouais. allé voir trop les boules, tu vois. Et je vais voir l'administration à la fac et je dis laissez-moi la licence et moi de toute façon après je quitte la fac mais pour 4 centièmes je suis resté un an pour 4 centièmes, me cassez pas une année pour rien, tu vois. Mhm. Et la femme elle me fait non mais quand on est mauvais c'est comme ça, et cette phrase elle m'est restée, tu vois. Et je me suis dit putain mais c'est sale quand même de dire ça moi j'ai les boules, tu vois, d'avoir loupé mon année, j'ai les boules et tout, et tu me dis ça comme ça, je trouvais vraiment ça méchant en fait. Ah Et ouais. ouais, il s'est avéré que du coup, c'est une aubaine ce qui m'est arrivé parce qu'à 4 centièmes près, je continue ma vie de salarié dans psychologie et tout, et j'aurais passé, je ne serais pas en face de toi aujourd'hui. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que entre-temps, en fait, si tu veux, pendant les partiels de ma troisième année, donc la dernière année de ma vie au niveau des études supérieures, il y a un matin, tu vois, où je me disais, en fait, si tu veux, le matin, je me levais, il était 5 heures du matin, je prenais le train à 6 heures et j'avais 2 heures de trajet pour aller à Nice et tout. Et, Et un matin, je me disais, putain, je sais pas pourquoi, mais ce matin-là, il faut que je me lève, il faut que j'aille faire, je dois aller à la fac. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me sort du lit. Et c'est un truc qui m'est jamais arrivé, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est bizarre quand même. Je vais le faire parce que au pire, je perds ma journée, c'est pas grave, je vais à la fac. Au mieux, il m'arrive quelque chose de sympa. Et du coup, je m'habille, tout ça, je me prépare, mais toujours la tête qui cogite, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est vraiment trop chelou ce qui se passe. Et donc, je me prépare, je m'habille, je sors de chez moi, je vais à la gare, parce que tu sais, je prenais le train. Et je croise toute la rat race. Je savais pas encore que c'était la rat race à ce moment-là. Donc, tu sais, 300 personnes qui marchent comme ça, le costard, il tire une gueule comme ça. Et voilà, tu vois, rien de transcendant. Et avant de monter dans le train, je vois une femme par terre qui pleure. Et là, tu sais, c'est le choc. Je me dis, putain, mais il est 6 heures du mat, qu'est-ce qu'elle fout là en train de pleurer? Je comprends pas. Donc, je la vois. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a 300 personnes qui passent à côté. Et ils s'en foutent en fait. Eux, leur truc, c'est d'aller travailler. Ils sont en mode robot, tu vois, automatique, et ils vont faire leur vie. Et je trouvais ça assez triste à regarder. Donc, je vais voir la personne et tout. Je lui pose des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous aider? Comment ça va, machin? Et au final, on a discuté de genre 1 heure et demie, 2 heures. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, du coup, c'est que j'ai loupé mon train, mais j'ai trouvé ma vie. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coaché, mais sans le savoir. Tu vois, je posais juste des questions, je m'intéressais vraiment à la personne et je me dis, mais comment est-ce que je peux l'aider et tout. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et elle voyage. Donc, on n'est plus en contact. Donc, du coup, voilà, on s'est un peu disputé. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Mais, euh, mais Les du coup, péripéties. si tu veux, les péripéties. Et, et du coup, ce qui se passe, c'est que je suis rentré chez moi. Ce jour-là, je suis pas allé à la fac. Et je réfléchissais, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais c'était trop bien. J'ai adoré lui poser des questions et tout. Et qu'est-ce que c'était en fait?
Donc, je commence à faire des recherches et tout. Putain, c'était quoi? J'ai posé des questions, je l'ai aidé avec des questions. Donc, je tombe sur la questionologie et rapidement, tu vois, je tombe sur le coaching. Ouais. Et, euh, et je me dis, ouais, mais c'est sympa le coaching quand même. C'est quoi la différence entre le coaching, la psychologie et tout? Et je commence un peu à faire mes recherches, tout ça. Ça finit que je m'inscris au CERPA, du coup, mon école de coach. Et donc, je loupe ma troisième année. Et je me dis, bon, quitte à louper mon année en psychologie, j'arrête la fac et j'essaye l'école de coach. Et j'arrive en école de coach, je claque premier de ma promo, j'éclate tout le monde. Enfin, je suis le plus jeune de ma promo et j'inspire des gens qui ont 2 fois mon âge. Enfin, franchement, je me régale, tu vois. Et je me dis, ouais, il y a un truc à comprendre, c'est que tu es excellent dans ce que tu fais à partir du moment où déjà tu adores ce que tu fais. Et j'ai adoré en fait le coaching et du coup, c'était trop bien. Et après, j'ai fait une deuxième année où je me suis certifié en PNL. Et je me suis dit, voilà, on va voir si c'est vraiment une question d'aimer ce que tu fais. Et là, pareil, rebelote, premier de ma promo, j'éclate tout. Et c'est limite, le prof venait me voir pour me poser des questions, tu vois. Du coup, ça a donné les bases du coaching que j'ai aujourd'hui, que je fais avec mes clients. Et voilà, petit à petit, je suis devenu l'entrepreneur que tu connais aujourd'hui. J'ai mis en place les formations, les programmes, les séminaires, les immersions, les trucs. Et voilà, c'est le bâtisse que tu as en face de toi aujourd'hui. Waouh! Ah ouais, super. Franchement, c'est beau, quoi. C'est beau ouais, ce signe de l'environnement, finalement, les choses, encore une fois, encore une preuve que rien n'arrive par hasard et au final, tout suit son cours, tout rentre dans l'ordre quand on sait s'écouter, parce que finalement, tu as su t'écouter, quoi. Ce matin-là, tu t'es dit, il faut que j'aille à la fac et tout, bizarre, il se passe un truc. Et au final, il s'est passé ça, quoi. C'est incroyable. Comme quoi, ça se Ouais, passe pas que dans les ouais, c'est films. ouf. Ouais, ouais, ouais. J'ai été appelé par ma vocation, en fait. C'est assez chelou, mais là, encore aujourd'hui, je te l'explique pas. Je sais pas comment ça se fait, mais les synchronicités, on va dire. Ouais, ouais. Non, mais dingue. Et donc, du coup, finalement, ouais, aujourd'hui, comme tu le disais brièvement, tu as à la fois des formations, tu as du coaching personnalisé, tu as des événements. Finalement, à travers tout ça, euh, quelle est ta contribution? Quel est le truc que tu veux apporter? Quelle est ta mission de vie, ce qu'on appelle mission de vie, ouais, finalement? Moi, ma mission, c'est les personnes qui croient pas qu'elles peuvent faire des trucs, alors qu'au fond, elles ont envie de le faire, tu vois. Moi, mon truc, c'est de les faire switcher. Ma mission, c'est ça, c'est quelqu'un qui se dit, j'aimerais bien faire un truc, mais nanana, nanana. Ben moi, j'arrive, je casse le mec, j'enlève tout ce qu'il y a derrière, et je te dis, ouais, tu veux faire ce truc, allez, viens, on le fait ensemble, je t'aide. Tu veux aller à l'autre bout du monde, ok, on met ça en place, je t'accompagne sur ce truc-là. Tu veux créer un business et vivre de ta passion, ok, viens, on crée ce business et on fait les trucs ensemble. Et ouais, ma mission, c'est ça, c'est aider une personne qui ne croit pas encore en elle à croire en elle, justement. Après, moi, je suis spécialisé du coup dans les entrepreneurs, toute la partie mindset, préparation mentale, etc. Et pas la partie business, parce que le business, j'adore ça, mais que pour moi, en fait. Ça, c'est assez égoïste, mais j'adore créer Ouais. mes offres, mes tunnels, etc. Mais le Mhm. business des autres, c'est pas un truc qui me passionne de ouf. Je peux aider, mais c'est pas ma zone d'excellence. Moi, mon excellence, c'est la partie mentale. Tu as une croyance limitante, je vais te l'enlever. Il y a un environnement qui te pollue, on va travailler là-dessus. Tu ne crois pas en toi, je vais te faire croire en toi comme un chrétien, il croit en Dieu. Voilà, tu vois, vraiment, ma mission, c'est de créer des esprits de tueurs, quoi, vraiment de tueurs et impacter le Mhm. monde derrière. Ouais, rendre l'impossible possible, finalement, pour tout C'est le monde, ça, ouais, peu importe le profil. c'est ça. D'accord, ouais, super. Et finalement, pour les personnes, tu sais, au niveau du coaching, il y a beaucoup de personnes qui croient que le coaching, c'est un peu comme une thérapie, que finalement, si on fait appel à un coach, c'est qu'on a un problème ou voilà, qu'on est dans une phase creuse de vie. Est-ce que ça, c'est la vérité? Est-ce que ça, c'est pas du tout la vérité? Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui se font coacher simplement comme tu le disais, pour atteindre un objectif particulier ou quand ils sont bien dans leur peau aussi, mais et qui veulent atteindre d'autres choses ou améliorer certains domaines de vie. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Après, déjà, je souligne un mot, c'est que tu as dit c'est quoi la vérité? C'est que déjà, chacun a sa vérité. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Maintenant, en tant que professionnel, toi aussi, tu es professionnel, donc je pense que tu sais de quoi je parle. Euh, un coaching et une thérapie sont deux choses très différentes et j'ai envie de te dire même complémentaires dans le sens où la thérapie, et je te dis ça en tant qu'enseignant étudiant en psychologie, euh, c'est tout un travail sur le passé, sur la compréhension de soi, etc. Mais tout ce qui est déjà fini, ce qui est déjà révolu. Et le coaching, c'est tout ce qui va venir après. C'est au moment où tu vas bien, on va chercher à aller mieux.
et c'est pas le moment où tu n'es pas bien que tu vas chercher à aller bien. Donc, dans l'ordre, je pense que quelqu'un qui va vraiment très mal doit commencer par une thérapie, un psychologue, Mhm. un psychiatre. Je recommande plutôt un psychologue qu'un psychiatre parce que le psychiatre, il va pouvoir te cacher, il va te faire crever. Mais un psychologue, un bon psychologue peut du coup t'aider. Ça, si tu veux, j'ai même des contacts. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a besoin d'un psychologue, D'accord. j'ai des contacts à la fac qui peuvent aider. Euh, et du coup, bah, pour moi, un coaching, c'est tu prends quelqu'un qui va très bien, qui est OK dans sa vie, qui a conscience de ce qui ne va pas et qui ne sait pas comment en fait régler la problématique. Par exemple, tu prends un coach en business. Bah, quand tu vas voir un coach en business, tu sais ce qui ne va pas. Tu vois. Tu sais si c'est les pubs qui ne vont pas, si c'est ton contenu, si c'est ton acquisition client, si c'est ta façon de vendre, ton closing, Mhm. etc. Mhm. C'est vachement vaste. Tu vois. Tu prends un coach en amour, un coach dans le couple et tout, bah, tu sais si le problème c'est parce que ta copine t'a trompé, si c'est parce que tu te sens coupable d'avoir trompé quelqu'un, ou parce que tu aimes quelqu'un d'autre, ou parce que bah, tu es célibataire et tu le vis mal. Enfin, il y a plein de problématiques ciblées. Et un coaching, tu sais ce qui ne va pas précisément. Alors qu'une thérapie, c'est juste, tu vas voir un mec, tu lui dis, bah, je vais pas bien, je ne sais pas pourquoi. Faites votre travail. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et après, pour opposer un petit peu aussi les deux, c'est que un thérapeute, c'est un sachant et pas un coach en fait. Le coach ne sait rien. Le coach, il pose juste les bonnes questions et le client, il sait déjà tout. En fait, nous, notre travail, c'est juste de poser les bonnes questions pour amener les bonnes réponses. Et à Mhm. côté de ça, le thérapeute, c'est le mec qui va être un peu sur un piédestal et qui va dire bah, tu fais ça, 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 tu fais ce que je te dis et tu iras mieux dans 3 ans. Alors que nous, si tu veux, pour un même problème, on peut régler ça en 4 séances. Tu prends une Mhm. phobie, un psychologue ou même encore pire, un psychanalyste. Et alors, clairement, je crache un peu sur le psychanalyste, j'ai horreur de ce métier, euh, qui vont aller dans les délires un peu freudiens. Ils aiment leur caca, ils ont des désirs sexuels chelous, enfin, tu vois, tous ces trucs-là un peu bizarres. Euh, Tu vois, un psychanalyste, il va essayer d'aller chercher loin dans le passé. Pourquoi tu as la phobie, par exemple, des sangliers? Alors, je te dis sanglier parce que j'ai coaché quelqu'un qui avait un problème avec les sangliers. Et, euh, et du coup, ce truc-là, c'est que bah, en allant chercher loin, tu vois, tu vas apprendre des choses sur toi-même que peut-être tu as même créé parce que c'est du placebo. Et au final, bah, c'est cool. Tu sais pourquoi tu as la phobie, Ouais. mais tu l'as toujours pas résolu en fait. Alors que Ouais. quand tu es avec un coach, tu fais tes 4 séances, tu fais un petit coup de PNL, un petit coup de croyance limitante, ta phobie, tu la pètes en 4 séances, tu vois, c'est très vite fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment une différence. Après, il y a aussi la relation aussi entre le client et son coach et le patient et le thérapeute. C'est que un coach et son client, c'est deux potes en fait. C'est un travail commun. Alors que le thérapeute et son patient, c'est un médecin et voilà, tu vois, moi je trouve que la relation est vraiment pas ouf entre un thérapeute et un patient. Donc il y a vraiment, ouais, c'est deux mondes complètement différents. Et pour Mhm. moi, clairement, le coaching est largement au-dessus de la thérapie. Ok. Génial, tu as super bien expliqué. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, en effet, qui ont, pour le coup, des croyances sur le coaching ou alors des perceptions erronées sur le coaching. Donc, je trouvais important vraiment de revenir là-dessus et je savais que tu as ce don pour bien l'expliquer. Donc, vraiment, merci pour ça. Maintenant, on va revenir un petit peu sur ton parcours puisque tu nous as dit brièvement quand même que tu es parti de loin quand même. De base, tu étais assez timide, c'était compliqué avec les filles, etc. Du coup, OK, il s'est passé donc cette merveille ce matin-là avec cette dame. Mais du coup, comment, dans les faits, après, ça s'est déroulé? Comment tu as évolué personnellement et comment tu as mis du coup en place cette vie que tu as aujourd'hui d'entrepreneur? Quelles ont été les péripéties pour le coup et les évolutions? Alors, longue histoire, entre guillemets, j'espère que tu as du temps devant toi. Euh, alors, si tu veux, alors il y a Pierre-Marie que tu connais, du coup, qui va jouer un gros rôle là-dessus. OK. C'est qu'il y a eu, du coup, donc, la fac où ça a planté complètement et où bah, du coup, j'ai arrêté en 3e année. Après, il y a eu un été, donc juillet, août. Et cet été-là, tu vois, j'ai travaillé à la banque, dans une banque, et j'ai tellement détesté ça. J'ai haï, mais chaque seconde de cet été. J'ai bossé 2 mois et c'était le coup de ma vie. Tu vois. On arrivait, c'était typique, mais la rat race parfaite. Quoi. Le costard le matin, tu arrivais, tu te posais à un bureau, tu travailles toute la journée sur des trucs qui n'ont aucun sens. Tu réceptionnais 3 clients qui étaient mécontents parce que la banque avait un mauvais service client.
Et voilà. Et tu rentrais 17h le soir, tu es fatigué, tu n'as plus envie de rien et tu t'ennuies, quoi. Et du coup, c'est un été qui m'a beaucoup déprimé quand même parce que j'étais pas encore dans le coaching. J'avais juste les modules à la maison, mais j'avais pas encore fait les stages, donc j'avais pas encore cette notion et tout. Et au milieu du mois d'août, il y a Pierre-Marie du coup, qui m'envoie un message. Il me fait, mec, il faut que tu lises un livre. Et je lui dis, ouais, bah vas-y, on voit le titre et tout. Et il me dit, il y a Olivier Roland, il a écrit un livre, c'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et vu que tu as raté tes études, ça peut être intéressant, tu vois. Ah ouais, Et grave. je lui dis, bah ouais, ok, bah pourquoi pas, ça m'a suscité la curiosité, tu vois. Je regarde et je l'ai lu. Et là, il s'est passé un truc, je me dis, waouh, mais dans 6 mois, je vais être millionnaire, c'est obligé. Et euh, bon, on a tous fait la connerie, je pense. Et, euh, et je me dis, bon, bah vas-y, je vais créer ma première formation, je vais commencer à créer des trucs et tout. Je commence à monter ma chaîne YouTube, je fais une petite vidéo complètement flinguée que j'ai laissée sur ma chaîne d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas le courage de se lancer. Cette vidéo, c'est la preuve que tu commences de pas grand chose et que tu peux monter très vite. Donc, allez voir cette vidéo. Et, euh, et, euh, et là, on arrive au mois de septembre. Donc, je quitte du coup la banque, j'arrête de bosser avec eux. J'ai fini, mais carrément en pleurs, en larmes. Tu vois, j'étais en dépression, j'en pouvais plus. Et, et là, ma copine de l'époque, du coup, au bout de 3 ans, tu sais, je suis trop content. Je commence à lui parler un petit peu de l'entrepreneuriat. Je lui dis, ouais, j'ai découvert un nouveau truc et tout. Je vais faire plein d'argent partout. Et je dis ça devant son père, parce qu'il y avait son père avec nous. Et son père, il me regarde un peu bizarre. Tu vois, il me dit, ouais, mais faire de l'argent sur Internet, bon, tu sais, il y croyait pas trop. Lui, il était un peu vieille école et tout. Et bon, il dit rien, mais je vois à son visage que dès que je vais partir de chez eux, il va parler à sa fille, il va dire ton copain, il est un peu chelou avec ces histoires d'argent sur Internet. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Donc ça, bon, je ne le saurai jamais. Et 2, 3 semaines après, j'envoie un texto à ma copine, je me balade dans la rue, tu vois, et je lui dis ouais, bientôt on sera riche, on va avoir une villa de ouf, ça va être génial. Et elle me dit non, mais il faut que tu commences à penser un petit peu à toi et tout, parce que tu penses beaucoup à moi, mais pense un petit peu à toi, fais les choses pour toi et tout. Et je perçois ce message un peu bizarrement. Je me dis, mais c'est chaud quand même que tu me parles que de moi. Enfin, moi, on était ensemble, donc je me dis, ben, on fait des projets ensemble, tu vois. Et les choses passent et tout. Et, et plus ça va, plus elle est distante. Et je me dis, mais putain, c'est bizarre, ça commence à me faire un peu mal cette histoire, je ne comprends pas trop et tout ça. Mhm. Et je lui dis, bah, est-ce que ça te dit, on fait un week-end la semaine prochaine, c'est juste pour renouer un petit peu, dans un truc bien luxe, pour qu'on se mette un peu en mode visualisation. Tu sais, j'étais complètement émerveillé par tout ça au début. Mhm. Et, euh, et elle me dit, non, non, mais vas-y tout seul. Vas-y tout seul, ça te fera du bien. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est chou, ça. T'es ma copine, à un moment Ouais. donné, faut qu'on fasse un truc, quoi. Et elle me dit, non, mais machin et tout. J'aimerais qu'on parle d'abord, on a un truc à se dire, tout ça. Et je dis, voilà, c'est bon, c'est la phrase, il faut qu'on parle, c'est la phrase de Claire. base, tu vois. Et, euh, et du coup, ben, rupture, elle me laisse tomber, tout ça. Et moi, j'ai ultra les nerfs. Mais c'est de la colère, tu vois. Et c'est même pas de la colère envers elle, parce que je me dis, bah, t'es plus amoureux, c'est voilà, comme ça. Et c'est de la colère contre moi-même, où je me dis, putain, mais tu fais tellement trop pour les autres que tu t'es tellement zappé que limite, je connais juste mon prénom et je sais rien de plus sur moi, tu vois. Et je me dis, Mm. maintenant, à partir d'aujourd'hui, et je me rappellerai, il était 15h34, j'étais dans la rue à Monaco, je sais exactement où j'étais, comment j'étais habillé et tout. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour moi, pour ma petite gueule. Vraiment égoïstement, tu vois, j'étais dans une méchanceté un petit peu. Et, Mhm. euh, et du coup, ben, j'avais un peu les nerfs. Et au bout de 3 ans de relation, forcément, la rupture, elle pique un petit peu. Mm. Il n'y avait pas de douleur, c'était vraiment la colère de ne pas m'être écouté assez. Mais j'avais besoin quand même de faire un petit peu le deuil. Et là, je me rappelle, encore Pierre-Marie qui arrive là. Il me dit, ouais, viens, je t'amène en voiture, on va sur la Tête de Chien. Donc, la Tête de Chien, c'est un endroit à Monaco où tu as une immense vue super stylée sur tout Monaco. Et tu vois, on parle un peu, je lâche un petit peu ma tristesse, tout ça. Il est vachement là pour moi, il m'écoute beaucoup. Et en 48 heures, je m'en remets. Et en fait, si tu veux, pendant longtemps, je croyais que quand tu avais une rupture amoureuse difficile, il fallait du temps pour s'en remettre. Et Ouais. là, je me suis dit, mais c'est ouf quand même, en 48 heures, je vais trop bien. Je me sens inspiré par ce que j'ai envie de faire et tout. Mhm. Et là, j'ai un déclic, je me dis, mais finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on croit qui sont fausses. Et je commence à vouloir creuser un petit peu là-dessus. Mhm. Là, je rentre dans le concept des croyances aidantes, des croyances limitantes, je découvre un petit peu tout ça. Le mois suivant, j'ai le premier stage de coaching. Et là, il y a tout qui s'enclenche. Et puis, ça déroule de ouf. Tu vois, je commence à créer mes premières formations. Bon, évidemment, il y a les échecs qui vont avec, mais tout déroule. Mhm. Et, et ça devient de plus en plus ouf. Après, je fais ma première vente, encore une fois, chez Pierre-Marie. J'étais à Lyon, 21h57. C'était un pote à mon père, une petite vente à 97 euros, tu vois. Et, et Pierre-Marie était en train de monter ma première vidéo de vente, ce que j'avais fait dans un parc. J'étais ultra stressé de tourner dehors, Mhm. devant les gens et tout. Et putain, première vente.
je reçois la notif Stripe et je me fais, mais waouh, on va trop être riche. Tu vois, j'étais trop refait et tout. Et avec Pierre, on dansait, tu vois, danse de la joie. Ouais, 21h57, on a fait de l'argent et tout. Pendant que les gens ils dorment, moi je me fais de l'argent. Je me sentais mais milliardaire, tu vois. Ouais. J'étais Crésus. Et, euh, et voilà, après petit à petit, ben, les formations, le programme Excelsior, le premier séminaire sur le yacht, enfin, les trucs se sont enclenchés et tout. Et puis ça a donné qui tu es aujourd'hui. Waouh, franchement, Voilà. j'adore. Moi, j'adore les histoires. Et là, pour le coup, on est servi. Franchement, c'est top. Et je me reconnais un peu dans cette phase où tu as eu la rupture, parce que moi, c'est un peu aussi de là que je suis partie dans l'entrepreneuriat. Donc, ça me parle et franchement, ça connecte direct, quoi. Donc, franchement, bravo encore pour ça. Maintenant, c'est vrai que tu dis que ça déroule à partir de la première vente, mais comme tu le disais, il y a eu des échecs. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant de nous dire, par exemple, la période où tu as eu le plus de doutes, tu vois, parce que souvent, comme tu dis, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on est là, on veut tout faire, on est tout feu, tout flamme, woo, one again. Mais au final, on revient assez vite à la réalité. Et surtout, en fait, en tant qu'entrepreneur, on a quand même au début, on va avoir une certaine idée, on veut délivrer une certaine chose, on veut s'adresser à un certain type de personnes, puis au final, on se rend compte avec le temps que finalement, on aime plus une chose en particulier qu'on aimerait donner aux gens. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu une période vraiment qui a été quand même dure pour toi dans cette quête à l'entrepreneuriat et comment tu as fait pour la surmonter? Ok, bah c'est une bonne question. Bah oui, évidemment, il y a eu la période, la fameuse traversée du désert, hein. Je pense que tous les entrepreneurs, ils vont se la taper de toute façon. Donc, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui se dit, je vais me lancer dans une entreprise, sache que tu vas te planter la gueule misérablement et que c'est normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. On connaît tous ce truc-là. Moi, ça a duré 1 an. Et mes 6 premiers mois, je les ai fait avec 0 euros. Donc, ma première formation que j'ai lancée, c'était un truc sur la confiance en soi. Je m'étais fait ultra chier. Je l'ai créé pendant mon école de coaching. Donc, on faisait 9h, 18h. Genre, il y avait 1 heure pour bouffer et après, on faisait du coaching, 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 coaching. Et le soir, je rentrais à l'hôtel, j'étais seul dans ma chambre et je ponçais ma formation, tu vois. Et du coup, bah, je l'ai créé comme un ouf. J'ai fait les PowerPoint, les tournages, tout ça. Mais ultra appliqué. Il y avait genre 20 heures de formation, de vraiment pousser et tout ça, au niveau que j'avais à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ben, pas de vente. Et je me dis, putain, mais normalement, moi, j'avais compris que dès que ta formation était créée, ça allait se vendre automatiquement. En fait, bon, tu le sais, Ouais. c'est plus compliqué que ça. Et, euh, et pendant 6 mois, bah, pas de vente. Après, il y a eu la première vente à Lyon, mais j'étais trop content parce que j'ai fait une vente et du coup, je me suis dit, bah, ça a cassé un truc dans mon cerveau en mode, ok, c'est possible de faire de l'argent sur Internet. Et à côté de ça, bah, c'était un ami de mon père. Donc, j'étais à demi content, tu vois. Je me disais, ouais, c'est cool, c'est une vente, mais c'est une vente pour me faire plaisir. Donc, c'est pas vraiment une vente organique. Et la première vente organique que j'ai faite, c'était presque 6 mois après, tu vois. Donc, cette formation, elle a duré très longtemps. J'ai beaucoup galéré à créer des trucs. J'ai essayé YouTube. J'ai pas trop kiffé parce que mes vidéos elles faisaient genre 3 vues et encore aujourd'hui j'ai des vidéos elles font 30 vues, tu vois. Et bon, maintenant ça me fait plus rien. Mais mes miniatures étaient moches, ça me prenait beaucoup de temps, j'écrivais beaucoup pour pas grand chose. Enfin, je sentais que je travaillais beaucoup pour peu en fait. Et c'est un truc qui se passait sur tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais, je travaillais énormément dessus et j'avais très très peu de résultats. Et comment j'ai surmonté ça? En fait, j'ai juste continué. J'ai testé, j'ai investi et surtout j'ai écouté ce qu'on m'a dit de faire. Et donc voilà, des Théophile Hélier, des Julien Musi, voilà. Je ne vais pas te citer 50 mentors, hein, tu les connais, hein. Mais j'ai écouté, j'ai testé et j'ai appris à aimer échouer en fait. Et je pense que c'est un conseil qui peut beaucoup aider parce que l'échec, c'est un truc qui va faire partie obligatoirement du process et c'est ce qui fait que bah, quand tu auras réussi, tu seras content d'avoir réussi parce que réussir trop facilement, bah, ça met les nerfs. En fait, tu dis, bah, ouais, j'ai réussi, mais c'était bidon. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo en mode facile, quand tu as fini, tu n'as aucune fierté. Alors que quand tu as fini un jeu compliqué, bah, tu es content. Et, et là, c'est un peu pareil. Donc, vraiment apprécier l'échec, kiffer se planter, parce que derrière, il y a toujours de l'apprentissage, tu vas toujours grandir. Et chaque échec, moi, que j'ai, je me dis, ben, ça m'apporte de la valeur et ça apportera de la valeur à mes clients. Parce qu'un échec que moi, je vais rencontrer, je vais pouvoir faire en sorte que mes clients ne le rencontrent pas en leur disant comment faire pour éviter de l'avoir. Donc, par exemple, l'erreur, bah, ça, on en a parlé même en mastermind.
démarcher des gens sans arrêt sur Instagram, c'est une erreur. Donc, je l'ai fait pendant longtemps. Ça m'a pas apporté beaucoup de résultats. Et enfin, pas autant que je voulais en tout cas. Et du coup, derrière, je me suis dit, ok, ça marche pas, on fait autre chose. Donc, ouais, apprécier l'échec et surtout aimer le process en fait. Aimer le process parce que c'est long. Et si tu n'as pas la passion, ça va se péter la gueule obligatoirement. C'est nécessaire que ça se pète la gueule parce que si tu n'es pas passionné, tu vas très vite finir par dire moi finalement c'est pas pour moi, ou j'y arrive pas, ou ça prend trop de temps, etc. Donc du coup voilà. Après, dès le début, avoir une vision. Je te dis ça parce que moi je l'ai écrite il y a un jour, genre 24 heures. Et être au clair sur cette vision et tous les 3 mois, du coup, la mettre à jour pour toujours être sûr de savoir où tu vas et visualiser vraiment où tu veux aller. Après, donc, les outils que j'utilisais à cette époque-là pour me remettre des échecs, etc., ce n'étaient pas les trucs les plus performants. Aujourd'hui, par exemple, je le prends carrément à l'envers et je remercie en avance par rapport à ce que je vais avoir en tant qu'échec, en tant que victoire. Tous les matins, par exemple, ma routine matinale, c'est je me mets sur mon balcon, je regarde Monaco, j'ai une super belle vue, je mets à la touche inspirée, je mets des écouteurs si j'ai envie. Et du coup, je remercie pour 10 choses qui vont arriver dans ma vie très bientôt. Par exemple, ce matin, j'ai dit merci pour la super vente que je vais recevoir cette semaine que j'attends pas. Et c'est ce que j'ai fait aussi hier. Et hier, j'ai vendu une place à l'incubateur, tu vois, je me suis fait 400 balles parce que j'ai dit merci. Donc vraiment, remercier pour tout ce qui va se passer, pour tout ce que tu as déjà, mais pour tout aussi ce qui va se passer. Être énormément dans la gratitude et savourer ce que tu as déjà. Parce que si aujourd'hui, quel que soit le niveau de confort que tu as, tu n'es pas satisfait de ce que tu as aujourd'hui, tu ne seras jamais satisfait. Même dans ta villa à 5 étages avec ascenseur, piscine, hélicoptère, tu ne seras pas satisfait parce que tu n'as pas cette gratitude. Du coup, voilà, vraiment travailler sur ça. Et puis si vraiment c'est encore galère, tu me contactes et tu prends un coaching. Allez, le marketeur qui est en toi. Ah oui. Non, mais super puissant là, ce que tu viens de nous dire parce que on va dire que la gratitude, on en entend beaucoup parler, mais là, tu nous as donné un truc en plus qui est la gratitude avancée, on va dire, qui est qui est en fait un mix de la visualisation et de la gratitude, quoi, finalement. Tu remercies une chose qui va arriver dans le futur et ça c'est un truc qu'on développe moins dans le milieu du coaching, je trouve. Donc, vraiment top. Et comme quoi ça marche en fait. On va dire que c'est un peu la loi de l'attraction. Je ne sais pas si pour toi il y a une différence, mais moi ça me fait penser vraiment à la loi de l'attraction. Si tu veux, moi je trouve ça assez incroyable. En fait, c'est un truc que j'arrive pas à m'expliquer, tu vois. Autant je suis de plus en plus spirituel, j'apprends beaucoup sur les lois universelles, la physique quantique, ce genre de truc. J'ai beaucoup de bouquins là qui est complètement perché, tu vois, mais je me dis, je m'ouvre, j'apprends et puis je vois ce qui se passe, j'expérimente. Et, et ouais, en fait, moi, si tu veux, j'aborde ça comme un jeu en mode ok, je sais que je vais faire une vente dans la semaine, je sais pas quel produit, je sais pas quel client, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, comment on m'a trouvé, etc. Et j'aborde ça avec de la curiosité en fait. Je me dis ok, comment est-ce que la vie, comment est-ce que l'univers va m'amener ce truc-là? De quelle façon ingénieuse elle va trouver? Parce que c'est toujours super ingénieux comment la vie est faite. Et l'exemple que j'ai le plus probant, c'est comment j'ai trouvé ma vocation, tu vois. Genre, je me suis levé un matin avec un truc dans la tête en me disant vas-y, lève-toi. Et plus je fais ça, ma routine matinale avec justement cette gratitude avancée, comme tu dis, plus il m'arrive des trucs incroyables, tu vois. Encore hier, je remerciais parce que je me disais, ouais, je vais passer un bon moment avec ma copine. Résultat, on a fini à aller presque acheter un chat, tu vois, on va se racheter un chat de bientôt, alors que j'avais pas prévu ça du tout. Et toujours, il se passe des trucs que parce que tu as remercié, donc tu remercies, après tu oublies que tu l'as fait, tu fais ta journée tranquille comme tu as prévu de le faire. Et puis il t'arrive un truc que tu n'as pas du tout prévu, tu vois, tu te dis, mais merde, mais d'où ça vient en fait? Et après, oh, je me rappelle, c'est parce que j'ai remercié en fait. Et je trouve ça magique en fait. C'est trop marrant, c'est juste trop marrant. C'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie. Ouais, franchement, top, quoi. J'espère que là, tu as apporté un max aux gens qui nous écoutent. Honnêtement, moi, la gratitude, c'est aussi quelque chose qui est à laquelle j'accorde vraiment de valeur parce qu'en effet, comme tu dis, si aujourd'hui, tu n'es pas capable de reconnaître ce que tu as, d'être satisfait de ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait en fait. Tu seras toujours dans une perpétuelle recherche de mieux, dans une perpétuelle recherche de ce que je n'ai pas. Et donc, ouais, vraiment, ça, c'est une base fondamentale de savoir vraiment valoriser ce qu'on a et
et ne jamais rien prendre pour acquis surtout. Non, non, top. Maintenant, si on vient niveau inspiration, alors je sais que tu as croisé beaucoup de personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours, mais si on revient, on va dire, à la base, à l'origine, tu vois, du twist vraiment dans ta vie, quelle est la personne vraiment, si tu devais citer une seule personne qui t'a littéralement changé la vie, quoi? Ça va te paraître un peu égocentrique peut-être comme réponse, mais c'est moi dans 10 ans. C'est C'est-à-dire toi dans 10 que, ans? ouais, ouais, c'est moi dans 10 ans parce que du coup, j'avais fait un exercice au début quand j'ai découvert un petit peu tout ce qui est visualisation, vision, etc. Ça, je l'ai fait en école de coaching du coup. Et mon prof, c'est François Collin. Du coup, il ne regardera jamais cette vidéo, je pense, mais je cite son nom dans le doute. Et il m'avait fait faire un exercice, du coup, il disait ben, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans, tu vois. Et il m'a fait détailler beaucoup, beaucoup. Il disait bah, je fais des conférences, je check Tony Robbins, tu vois, des trucs complètement dingues. Et, euh, et il m'a fait aller vraiment dans le détail. Genre, combien il y a de personnes en face de toi dans la foule, qu'est-ce que tu es en train de raconter, parce qu'il y a un tableau à côté de toi pour expliquer, tu vois. Vraiment, le détail ultime, tu vois. Et, et après, à la fin, tu vois, comme toute bonne visualisation, il me fait alors, comment tu t'es senti, comment est-ce que tu as vécu ça, tu vois, pour le feedback. Et je lui dis, ben, j'ai trouvé ça exceptionnellement inspirant. Genre, j'ai trouvé ça dingue de me voir, moi, en train de faire des trucs de fou. Et j'ai beau, tu vois, comparer cette version de moi à des Tony Robbins, des David Laroche, des Franck Nico. Ils sont pas assez inspirants, pas aussi inspirants que moi dans 10 ans, tu vois. Alors, ça peut paraître méchant, égocentrique, ce que tu veux, mais moi, c'est un truc qui me porte de me dire, je me compare à personne. La Ouais. seule comparaison, c'est comment est-ce que je fais pour rejoindre mon moi dans 10 ans. Et j'ai pas de source d'inspiration, en vrai, il y a personne qui m'inspire vraiment, à part Mhm. moi-même plus tard. Alors, il y a des gens, quand je les écoute, tu vois, je prends quelqu'un, par exemple, Arnaud, il a interviewé quelqu'un qui s'est planté en moto, par exemple, qui a perdu une jambe et un bras. Mhm. Et quand je vois le parcours qu'il a, je trouve ça inspirant. Il y a des gens qui sont très inspirants, évidemment. Mais Mhm. à côté de ça, pour moi, c'est pas des modèles. J'ai pas de modèle. Mon Mhm. modèle, c'est qui je veux être moi. Parce que si je prends, par exemple, comme beaucoup de coachs, David Laroche. Ouais, moi, je veux être David Laroche. Je veux faire des séminaires comme David Laroche, vivre comme David Laroche, avec les voitures de David Laroche, etc., etc. Bah, tu deviens David Laroche 2.0. Et moi, je veux pas être un 2.0 de qui que ce soit. Je veux être la version 1.0 de moi-même. Et du coup, ben, ouais, ma seule source vraiment d'inspiration puissante, c'est moi. Et après, derrière, il y a d'autres personnes. Il y a des Julien Musi, il y a des personnes comme ça qui m'inspirent beaucoup. Mais c'est pas leur vie que je veux, c'est la mienne en fait. Donc vraiment, je recommande aux gens qui nous écoutent de d'abord s'inspirer d'eux-mêmes et pas d'autres personnes. Les autres personnes, elles sont là pour t'apprendre, pour te faire grandir, pour te faire évoluer, pour voilà, te conseiller, te coacher, etc. Mhm. Mais elles sont là à la base pour t'apprendre à devenir toi en fait. Toi en mode Mhm. excellence et pas pour devenir elle. Donc, il faut se concentrer au niveau de la vision et de l'inspiration sur qui tu vas être toi. Je pense que, enfin, Mhm. moi, c'est la réponse que j'apporte. Après, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, si. Après, en effet, le fait d'être inspiré par quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que tu veux devenir la personne, tu vois. C'est simplement que ces personnes ont peut-être en effet sorti une citation ou un livre qui ont fait un shift dans ta vie, quoi. Par exemple, dans le cas où toi, tu as lu le livre d'Olivier Roland, ça aurait pu être ça, tu vois. Ça aurait pu être Olivier Roland, parce que c'est ça qui a fait le shift, la transition dans ma vie, tu vois. Après c'est important que en effet, que tu recadres dans le sens où tu peux avoir des mentors, des gens qui t'inspirent, mais en effet, il faut toujours revenir à soi et se visualiser nous, monter notre truc à nous, quoi. Parce qu'au final, pareil, si tu reproduis un modèle qui n'est pas le tien, tu ne seras pas heureux, en fait. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Donc, c'est là-dessus, ouais, c'était bien de bien sensibiliser les gens là-dessus. Mais tu nous as cité Julien Musi. J'imagine qu'Olivier Ouais, Roland, c'est aussi quelque chose d'assez important pour toi, je pense, puisque si tu nous as cité le bah, livre, c'est que… si tu veux, en fait, moi, je vois, j'ai pas de. Après, comme tu dis, il y a des personnes qui m'inspirent, hein, comme on a pu voir. Mais au niveau des personnes, des Olivier Roland ou quoi, moi, je fonctionne beaucoup par cycle, en fait. Il y a des gens, ils m'inspirent pendant un temps et après, je peux plus les voir. Genre, je prends par exemple Théophile Hélier. J'ai commencé avec lui, tu vois, et j'ai adoré ce qu'il faisait. J'ai pris Mindstep, 2000 balles, j'ai pris
rentable avec son blog 1500 balles. J'ai mis 3500 balles alors que je les avais pas forcément au début parce que je kiffais trop ce qu'il faisait, son branding et tout. J'ai vu sa vidéo de vente devant un yacht et je me suis dit un jour il faut que je fasse ça et du coup je l'ai fait. Et, euh, et voilà, et à un moment donné, j'ai entre guillemets consommé la personne mentalement. Tu vois, je me suis dit c'est bon, j'ai appris avec cette personne, j'ai grandi avec cette personne, mais mon parcours avec elle, pour l'instant, c'est peut-être pas fini définitivement, mais c'est sur pause. Donc, j'ai eu, en fait, je suis passé de mentor en mentor. Ouais. Et là, au moment où je te parle, les deux mentors du moment, c'est Julien Musi, au niveau vraiment du mindset financier, parce que autant au niveau business, il est excellent, mais niveau réfléchir à l'argent, je trouve que c'est une énorme référence. Mhm. Et Jérémy Coleman, du coup, au niveau de la vente, strictement la vente, il m'a complètement cassé beaucoup de croyances. C'est lui qui m'a montré un petit peu aussi tout ce qui est gratitude le matin. Mhm. Euh, ouais, les deux du moment, c'est vraiment Julien Messi, Jérémy Coleman. Les deux me font énormément grandir. Et dès que je peux, je leur dis, tu vois. Donc, Mhm. j'ai pu communiquer avec les deux, je me forme chez les deux. Mais ouais, les deux sont vraiment les grosses références du moment. Après, petit à petit, je réfléchis à passer sur des trucs américains, anglais, Ouais. des formateurs un petit peu plus outre-Atlantique. Mais je sais pas, pour l'instant, je veux vraiment, entre guillemets, consommer jusqu'à la moelle le marché francophone, apprendre vraiment de eux ce qu'ils ont et, Mhm. euh, et passer sur des gros coachings avec eux. Et puis, du coup, grandir en fait avec eux. Donc voilà. Mhm. Top. OK. OK. Maintenant, tu nous parlais que voilà, aujourd'hui, tu aides essentiellement des entrepreneurs côté mindset. Mais je sais qu'avant ça, comme on l'a dit, en tant qu'entrepreneur, souvent on part sur quelque chose, ensuite finalement on s'oriente sur autre chose. Je sais qu'avant ça, tu étais quand même beaucoup axé confiance en soi. Et sur Challenge ta vie, voilà, on est beaucoup axé justement sur la confiance en soi pour prendre sa vie en main et notamment devenir des femmes actrices de leur vie, si tu veux. Moi, aujourd'hui, j'aide les femmes en particulier parce que je trouve que au niveau de leur vision de la vie et même au niveau de leurs caractéristiques, les femmes sont beaucoup plus axées dans le don aux autres, dans voilà, être là pour les autres. Et au final, elles ont un peu tendance à s'oublier et c'est ça qui va faire que leur confiance en elles est beaucoup, on va dire, tremblante. Euh, J'imagine du coup que dans ce sens-là, tu as déjà eu affaire à ce genre de profil, soit dans le passé, soit même maintenant, des femmes qui souhaiteraient, pourquoi pas, être entrepreneurs. C'est aussi ça, hein, devenir une femme entreprenante qui a confiance en elle. Souvent, ça peut déboucher sur des projets d'entrepreneuriat. Et dans ce cadre-là, comment est-ce que tu as identifié quelque chose de particulier chez elles dans leur profil qui revient souvent et qui fait que tu peux les aider. Enfin, est-ce que tu as une particularité dans le fait d'aider des femmes là-dedans, dans cette confiance, dans le fait de faire de l'impossible, le rendre possible, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à des hommes, par exemple? Ben, en soi, pas tant que ça, parce que pour moi, homme-femme, enfin, quand je dis c'est pareil, je caricature un petit peu, mais une croyance limitante, c'est la même chose chez une femme ou chez un homme. Et les effets seront plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que ta croyance, elle va te limiter, elle va te faire peur, elle va te bloquer par rapport à une action donnée. Maintenant, concernant les femmes et vraiment le domaine de créer son entreprise, il y a effectivement cette peur de dire parce que je suis une femme, c'est plus compliqué. Parce que je suis une femme, je vais avoir plus de difficultés, on va moins me croire, je serai moins crédible. Maintenant, je pense que le meilleur conseil que je peux donner du coup à une femme, spécifiquement une femme qui veut créer son entreprise mais qui n'a pas trop confiance en elle à ce niveau-là, c'est de switcher la perspective et de se dire en quoi est-ce que c'est génial que je sois une femme pour créer une entreprise. Et il y a énormément d'avantages à ça que nous, les hommes, on n'a pas forcément. C'est que, par exemple, nous, les mecs, on est très rationnels. Mhm. Nous, il nous faut des chiffres, il nous faut des calculs, il nous faut des textes. Et une femme sera beaucoup plus émotionnelle. Et la base de la vente, c'est l'émotionnel. Donc déjà ça, tu vois, une femme se vend beaucoup mieux qu'un homme naturellement. Ouais, Après, puissant. euh, tout bêtement, tu vois, vous avez des caractéristiques que nous, on a beaucoup moins. Après, tout le monde peut développer n'importe lesquelles de caractéristiques, mais vous êtes beaucoup plus prédisposé sur certains points à complètement tout éclater en entrepreneuriat. C'est juste qu'on est dans une société qui est patriarcale, on va pas se le cacher. Après, je suis pas dans le féminisme, des trucs comme ça, enfin, tout ça, je m'en fous, Mhm. c'est de la politique et Mhm. ça m'intéresse pas. Mais il y a énormément de femmes
qui explosent tout en business et qui plient des mecs, mais qui plient en deux des mecs. Tu prends des, je ne vais pas citer de nom, c'est pas la peine, mais tu prends des gros leaders francophones sur n'importe quel marché, tu trouveras des équivalents en mecs. Juste qu'ils sont moins connus parce qu'ils se mettent moins en avant. Et pourquoi est-ce qu'on les voit moins, les femmes, qui sont du coup dans ce domaine-là, qui ont confiance en elles, parce qu'elles ne perdent pas leur temps, comme nous on peut le faire, avec l'image. Ouais, à chercher la La femme, reconnaissance. elle s'en fout un petit Ouais, peu de l'image. C'est ouais. ça. Parce que je pense que à un travail égal, une femme elle va être beaucoup plus investie avec la personne qu'elle va avoir en face, notamment coaching par exemple. Je ne dis pas que je ne serais pas investi par rapport à un coaching avec mon client, tu vois. Mais je vais me concentrer sur des points sur lesquels toi, en tant que femme, tu te concentreras peut-être pas et tu auras peut-être d'autres points du coup de travail. Tu iras peut-être plus chercher de l'émotionnel chez ton client et moi, peut-être plus le rationnel, tu vois. Ouais. Un client qui vient me dire, si toi, tu as un client et moi, j'ai le même, il va amener un problème. Il va dire, voilà, bah, moi, je crois que l'argent, c'est difficile à gagner. Tu vas traiter ça de manière peut-être émotionnelle et moi, beaucoup plus rationnelle. Tu vas faire un batch logique, un exercice vraiment typique. T'écris, tu résous ça logiquement. Et toi, peut-être plus, OK, pourquoi est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Et aller plus en profondeur là-dessus. Et au final, tu auras peut-être mieux traité le problème que moi. Et donc, pour une femme qui aujourd'hui n'a pas confiance en elle, qui veut se lancer dans son entreprise, qu'elle comprenne à quel point elle a de la chance d'être une femme pour lancer son entreprise. Parce que le patriarcat, c'est une chose, le leadership masculin, c'est une chose, mais tu prends, je sais pas moi, le jour où il y a un équivalent de Tony Robbins en femme, mais elle va plier Tony Robbins. Elle va le plier parce que c'est une femme. Parce qu'elle va montrer justement que malgré sa condition de femme, qui est considérée comme défaut alors que ce n'est pas du tout le cas, elle va tout exploser en fait. Parce que justement, c'est une femme, elle a le côté émotionnel, etc. Donc, ouais, c'est une chance d'être une femme. Pour créer une entreprise, c'est une chance. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui restent à faire. Et entre nous, il y a beaucoup de mecs qui doivent se faire du souci parce qu'ils vont se faire très rapidement remplacer. Tu prends par exemple, sans parler de remplacement ou quoi, hein, je sais que les deux travaillent ensemble. Hier, j'ai interviewé Aurore Ménal, qui travaille avec Alexandre Cormon. Et Alexandre Cormon travaille aussi avec Brenda Boucris, que j'ai interviewé aussi. Et les deux, pour les avoir interviewés, ça va être des pointures, mais des pointures exceptionnelles. Et peut-être que elles vont remplacer Alexandre Cormon, tu vois, ou trouver une autre place de marché. Et c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles réussissent pas, tu vois. Donc vraiment. Ou remplacer, peut-être pas, mais comme tu disais, elles vont faire leur truc à elles, quoi. Elles vont faire leur truc à elles en parallèle d'un Alexandre Cormon. Mais en effet, c'est ouais, pour avoir aussi interviewé Brenda Boucris, ouais, il y a du niveau, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a surtout laissé sans voix, c'est son âge, en fait. Elle s'est lancée, mais ultra jeune. Et ça, pour le coup, faut en avoir, comme on dit chez nous. Donc, non, franchement, ouais, c'est top ce que tu dis. Je trouve que c'est vraiment bien que la communauté écoute ça parce qu'au final, ouais, voilà, on se rend compte qu'il y a aussi, en effet, beaucoup d'avantages à être femme entrepreneur aujourd'hui et qu'il ne faut pas du tout en avoir peur, au contraire. Top. Merci pour ça, Baptiste. On arrive vers la fin de l'interview. L'avant-dernière question que j'ai pour toi, ce serait, puisque tu as parlé de Tony Robbins, on va rester aux États-Unis. Imaginons, on est à New York, on est à Times Square et que tu as un encart publicitaire là sur ces gros écrans. Qu'est-ce que tu écrirais comme message si voilà, aujourd'hui tu devais t'adresser au monde entier et que tu avais envie de crier quelque chose, tu dirais quoi? Alors, ça peut sembler marketing, mais ça ne l'est pas. C'est faites-vous coacher. Je sais que ça peut sembler un peu con, mais pas forcément par moi. Mais ouais, je pense qu'on a tous besoin d'être coachés et j'entends tellement de mentors, dont ceux que je t'ai cités avant, qui disaient, et ils le disent tous, hein, sans exception, à chaque fois que je prends un coaching, je me demande pourquoi je ne l'ai pas pris avant. Et à chaque fois que j'en prends pas, je sens que je stagne et que je devrais en prendre un. Et je suis vraiment dans cette situation-là aussi où je me dis, putain, mais il faut que je prenne un coach, absolument. Sauf que là, je suis dans la période où, putain, je ne sais pas lequel prendre. Tu vois, entre un Jérémy, un Julien, une Marc Auclin, enfin, il y a énormément de coaching possible. C'est éclaté. Et je ne sais pas lequel prendre. Ouais. Et puis, c'est un investissement aussi. Mais ouais, je pense qu'avoir un coaching, c'est se donner une chance et c'est se donner aussi un raccourci parce que
Bien sûr que tu peux réussir sans coach. Évidemment, tu peux. Sauf que ça va te coûter du temps. Et le temps, c'est le truc le plus précieux que tu as. Tu vois. Alors que l'argent, bah, tu le dépenses, bah, tu t'en fous. Quand tu meurs, bah, ton argent, tu C'est l'emmènes ça. pas avec toi. Euh, donc, ouais, je pense que prendre un coaching, ce serait. Ouais, prenez un coaching. Le message, ce serait prendre un coaching. Investissez sur vous, même sans aller jusqu'au coaching. Lisez des livres, formez-vous, apprenez des choses. Euh, Éteignez votre télé de merde aussi. Si vous regardez cette même un autre message que je pourrais mettre aussi, c'est que sur le panneau publicitaire à Times Square, je mettrais si vous lisez ce message publicitaire, c'est que vous êtes du mauvais côté du panneau. Parce que du coup, c'est que tu es en mode consommateur et l'idée, c'est de passer en mode créateur. Et voilà, il faut que tu crées et que tu te demandes quelle est ta contribution en fait. Il faut que tu apportes une contribution et que tu n'hésites pas à demander de l'aide, du coaching, de la formation, du bouquin, de tout ce que tu veux euh, pour grandir et pour devenir la meilleure version de toi-même. Top. Ok. Ok, ok. Et donc, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont aujourd'hui tes objectifs, tes perspectives? Qu'est-ce que tu nous concoctes? Qu'est-ce qui est en attente? Voilà, on est friand de savoir. Beaucoup de choses. Alors, pour me retrouver, Instagram, Baptiste Dev Perso, Facebook, Baptiste NRY. Je mets mon compte perso à disposition pour m'envoyer des messages privés. YouTube, tu tapes mon prénom, c'est pareil, tu me retrouveras facilement. Donc, me trouver, c'est pas compliqué. Hein. Mon prénom, et puis je suis un peu partout. Qu'est-ce que je concocte? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, actuellement, au moment juste avant cette interview, j'étais en train de tourner des audios pour une nouvelle formation sur le mindset d'abondance, justement. Donc, ça va sortir, je pense, d'ici la semaine prochaine. Donc, je crée plein de petites formations en ce moment pour rendre mon travail plus accessible et plus ciblé aussi pour des problématiques plus ciblées. Après, pour ce qui est de vraiment la partie vision, etc., les immersions, bien sûr. Pour l'instant, avec le contexte, c'est un petit peu, un petit peu à reculons, mais bon, ça va venir. La tournée de conférence qui sera en préparation bientôt aussi. Et là, je travaille du coup avec le mec qui fait les publicités de David Laroche et la coach d'Alex Forman. Et on crée un programme tous les trois. Donc, on est en train de réfléchir un petit peu comment on met ça en place, etc. Il y a moyen que ça ressemble un petit peu à… Bon, ce ne sera pas une copie évidemment, mais ça ressemble un petit peu au système de Julien Musi où ça va être hybride en fait. Il y a de la formation en ligne, mais surtout du coaching régulièrement avec les clients. Donc, ça va être un très, très, très gros programme. En plus, je travaille avec des pointures. Je travaille beaucoup à m'appliquer sur les pointures avec qui je travaille. Parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais la qualité de notre travail, c'est aussi le résultat des 5 personnes, leur façon de travailler. Tu vois. Donc, du coup, voilà, je travaille là-dessus, les conférences, les séminaires, les immersions. Je pense aussi, je réfléchis à publier un deuxième livre dans l'année. D'accord. Juste pour montrer aux gens que les trucs qui semblent inaccessibles, il y a une citation que j'aime bien qui dit si on te dit que c'est impossible, fais-le 2 fois et prends des photos. Oui, celle-là, elle est On m'a puissante. dit que, tu vois, celle-là me plaît bien. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a des gens qui me disent qu'écrire un livre en 1 an, c'est compliqué. Moi, je vais en écrire 2 en 1 an. Et même en 6 mois, tu vois, je peux encore le faire. Je suis dans les délais. Et les publier tous les 2. Et montrer que, ouais, c'est possible en fait. Et juste pour montrer à mes clients, les inspirer un petit peu, leur dire, regarde, tu penses que c'est pas possible. Dis-moi un truc qui est pas possible. Je vais le faire juste pour montrer que tu peux le faire et tu le feras toi aussi à ton tour. Et c'est un peu le message aussi dans mes coachings, c'est que quelqu'un qui me dit que c'est impossible pour moi, c'est ok, là tu viens de me challenger, je vais te montrer que c'est possible. Et du coup voilà. Énorme, énorme. Énorme. Écoute, Baptiste, on arrive à la fin de cette interview. Franchement, c'était du lourd. Là, vraiment, ça va faire la différence, je pense, dans la tête des gens, en tout cas. Et je te remercie. Bravo encore à toi pour ton parcours. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve dans les masterminds, on se retrouve, on est en contact. Donc, et c'est un grand plaisir pour moi d'être en contact comme tu disais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, c'est vraiment bien gratifiant pour moi de t'avoir dans mon cercle. Donc, très honoré. Très honoré. Sur ça, écoute, je te souhaite le meilleur, Baptiste. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Et puis, je te dis à très vite, du coup. Yes, avec grand plaisir. Allez, à bientôt, Baptiste. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.